Welcome to Canada's podcast. Bonjour, ici Sylvie Bougie, hôte de la province de Québec pour le Canada's podcast. Donc, ça fait plus d'1 an que j'anime le balado, en fait. Et aujourd'hui, j'ai une nouvelle à vous annoncer que je suis bien contente. C'est que j'ai décidé de mettre tous les balados que j'ai animés sur mon site web, donc vigiequebec.com. Vous allez pouvoir vraiment tous les retrouver. Donc, pour ceux aussi qui sont intéressés, là, justement, de découvrir plusieurs entrepreneurs, là, vraiment, honnêtement, il y en a pour tous les goûts. Donc, vigiequebec.com. Sinon, d'où vous nous écoutez, si vous êtes donc à l'oreille, sachez que vous pouvez nous regarder, donc, soit sur Vigie Québec ou sur YouTube. Donc, vous allez voir nos binettes. Sinon, bien, sur toutes les plateformes de podcast, donc Apple, Balado, Spotify et autres. Donc, voilà la petite nouveauté que je voulais vous parler aujourd'hui. Donc, j'ai la chance aujourd'hui de recevoir Marc Boutet, cofondateur et président de Marc. Donc, salut Marc, comment vas-tu? Je vais très bien. Et toi, Sylvie? Très bien. Je suis contente de t'avoir aujourd'hui. Nous, on s'est connus la première fois. On était dans une table de négo où on était l'un contre l'autre. Autour de Budget Express. Exact, Budget Express. Ça fait quand même longtemps, je pense, en 2012. Déjà 10 ans. Ça va vite. Et je suis toujours au même endroit, fait que je visualise très bien où on était dans le bureau. Crime, c'est malade. On s'est aussi vu au lancement d'un de mes livres. Tu étais venu nous parler d'un fail que tu avais. Je trouve ça super intéressant des entrepreneurs qui osent parler de mésaventures. On a dit fail, le mot fail, parce qu'on l'avait brandé comme ça, mais mésaventures, apprentissage, leçons et autres. Donc, c'est super intéressant. Et là, je mets la barre haute pour aujourd'hui. Là, j'espère entendre une ou deux anecdotes pour continuer dans cette lignée-là. Parfait. Tout à fait. Parfait. Donc, cofondateur de Marc, est-ce que tu as toujours su que tu voulais être entrepreneur? Je vais commencer par ça. C'est une excellente question. En fait, je suppose qu'un peu oui, mais ça prenait différentes formes. Parce que au départ, moi, j'ai gagné un ordinateur quand j'avais 8 ans, en 1983. Le premier programme que j'ai programmé en Basic, c'était un kiosque à limonade et ça m'avait beaucoup impressionné. Et dans le fond, c'est comme ça qu'on apprenait un peu l'offre et la demande. On augmente le prix quand il fait très chaud, on le baisse quand il fait froid, etc. Fait que à 8 ans, là, j'avais été fasciné par ce programme puis par cette idée de concept économique. Puis après ça a pris plus la forme de musique parce que je faisais de la musique au secondaire. Puis, je n'étais certainement pas le meilleur musicien, mais j'étais celui qui attirait les plus grandes foules parce qu'on organisait des spectacles, puis c'était 50 sous, puis on louait des équipements comme des trucs à fumer, etc. Donc, ça prenait d'autres formes. Fait qu'après ça, là, quand on a créé pratiquement au départ Tap-Touche, là, je disais, je rêvais d'avoir pignon sur rue. Là, j'ai 15 ans à cette époque-là. Et donc, oui, je pense que j'ai toujours voulu faire ça, d'entreprendre des choses. Et à la base, c'est d'entreprendre des projets. Puis là, il s'est trouvé que je me suis retrouvé avec une entreprise, mais je n'ai jamais dit hey, je rêve d'être un homme d'affaires. C'était plus je rêve d'entreprendre des projets. OK. Oui, c'était avant la mode de devenir entrepreneur. Parce que c'est devenu une mode à un moment donné. Là. Okay. Exact. OK, mais à 15 ans, Tap-Touche, comme c'est jeune. Oui, c'était disons 17 là, pour être précis, parce qu'à 15 ans, c'était un autre logiciel qui s'appelait Le Menu, qui était très, très humblement l'ancêtre de Windows, qui permettait d'accéder à des applications sur les ordinateurs des écoles. Et puis, j'allais les installer moi-même là, dans les commissions scolaires à 12 de l'heure en 90 quand j'avais 15 ans. Mais oui, c'est ça. Puis, de fil en aiguille, ça a fait une compagnie. Puis après ça, il y a eu un article qui a été publié dans Les Affaires en 1998 qui s'intitulait « Ça m'a pris 8 ans à réaliser que j'étais le boss ». Parce que dans le fond, de la façon dont je fonctionnais c'est beaucoup de jeunes de mon âge qui étaient embauchés comme programmeurs. Puis on travaillait en collégialité. Puis c'est après ça que là, c'est devenu une entreprise. Puis oui, tu réalises que tu es le boss, mais c'était pas forcément ton objectif de base. Fait que c'est bien amusant. J'ai vu dans ta biographie que tu as fait des études en administration aussi. C'est arrivé quand dans ton parcours que tu as décidé? En fait, dans les gens qui m'ont soutenu dans ces années-là, tout le monde disait hey, c'est important
de finir ton université, en tout cas de finir tes études, quelles qu'elles soient. Mais donc, j'ai quand même fini mon bac en informatique de gestion. Donc, ça a pris quelques années de plus. Parce que des fois, le goût était fort d'entreprendre, même si je n'avais pas de bagage universitaire, parce que dans le fond, je programmais déjà, j'étais autodidacte là-dedans. Mais après ça, bon, mon bac est venu renforcer ça. Puis, je dirais, il y a peut-être 10 ans, j'ai entrepris là, une scolarité de maîtrise à McGill, dans le fond, qui appellent, eux, c'est comme des mini MBA pour exécutifs. Puis, il y a 3 modules. Fait que ça, j'ai commencé ça il y a 10 ans là, pour aller chercher un bagage additionnel, justement, avec des outils de gestion. OK. Est-ce que tu viens d'un milieu entrepreneurial? En fait, non, je ne viens pas d'un milieu entrepreneurial, mais par contre, j'étais dans un contexte familial qui favorisait ça. Dans le fond, en mode projet, en mode encouragement. Et puis, il y a eu Guy, mon associé aussi. Lui, il avait 45 ans. Fait que quelque part, il est plus jeune que je suis aujourd'hui. Fait que ça, c'est drôle parce qu'on a parti ça il y a 32 ans. Puis lui était quand même à sa façon entrepreneuriale. Puis ma mère, elle était dans le profil gestion. Okay. Fait que ma mère a été notre employée numéro 1. Là. Elle a été gestionnaire, directrice des finances et puis a aidé dans le start-up de la compagnie. Fait que, tu sais, il y a plein de personnes comme ça qui ont permis de créer l'entreprise parce que sans gestion, elle n'aurait pas pu fonctionner puis croître des budgets, des états financiers, etc. Plus l'entrepreneurial. Puis mon père, lui, était dans le monde de l'éducation aussi. Fait qu'il y a peut-être quelque part parce qu'au départ, on était très éducation. Fait que, tu sais, il y avait aussi une bougie d'allumage de ce côté-là. Puis de l'encouragement quand j'ai gagné mon ordinateur chez Provigo en 83 aussi. Tu sais, je ne peux pas l'utiliser tout seul à 8 ans. Fait que, tu sais, ils m'ont soutenu là-dedans dès le départ. Là. OK. Fait que là, si on revient et on fait une chronologie là, un peu plus précise. Donc, à 8 ans, tu commences avec ton logiciel. À travailler, comme tu dis, un peu l'offre et la demande. Tu es allumé côté entrepreneur. Bon, tu lances Taptouche. Mais comment Demarque arrive là, dans l'équation? Demarque arrive dès le départ. En fait, avant ça, avant 90, c'était des petits projets entrepreneuriaux. Puis j'avais beaucoup de runs de journaux aussi. Là, j'étais quand même, parce que Camelot, ça n'existe pratiquement plus comme métier aujourd'hui, mais j'avais à peu près 5 runs de journaux, mais moi, je passais tous les journaux. Habituellement, les jeunes ont un journal dans une run. Moi, j'avais 5 runs, mais j'avais Le Soleil de Gazette, le Journal de Québec, le Journal de Montréal, le monopole le monopole du quartier dans le domaine de la distribution de journaux. Et puis après ça, on prend goût un peu à de mini-succès, mais la particularité de Taptouche, c'est que nous, on faisait des produits. On était dans une dynamique de création de produits. Puis après ça, qu'ils se vendent ou non, on mettait des efforts pour la vente, mais c'était plutôt une optique de hey, on crée des produits, puis on crée des produits. Puis Taptouche nous a montré quelque chose dès le départ qui était, il s'en vendait beaucoup, dès le départ, des 400-500 unités. On a eu Alain Aubu, qui est assez connu sur la scène de Québec, là, qui a pris sous son aile Taptouche à l'époque, dans sa compagnie qui s'appelait le logiciel Oba. Et puis donc, on a monté, puis jusqu'à en vendre 1 million de copies, jusqu'à en vendre 5 000 dans 5 000 écoles aux États-Unis, à coups de pelle, puis de pic, puis de pelle, à faire des trade shows aux États-Unis. Puis, monter ça ça a quand même été toujours une vache à lait. Fait qu'on avait le droit de se tromper, puis d'essayer des choses, puis de faire des sites web, puis après ça, de transformer Taptouche vers les sites web. Puis arrive 2000 après ça. Là, l'interne. Donc, on vendait aussi des archives de magazines sur CD-ROM et sur disquette. Insérer la disquette numéro 3 pour avoir accès à l'article sur les ours polaires. Puis, il y avait, on a fait ça aussi dans les années 90. Et puis, arrive 2000. Là, souvent, je dis que j'ai eu plusieurs vies. Je suis comme un serial entrepreneur, mais toujours dans la même compagnie. C'est parce qu'on a Demarque a eu plusieurs vies qui sont un peu toujours dans la même vision, mais quand même des vies toujours assez riches, des cycles d'affaires. Puis 2000 arrive, on lève du capital. Et là, Internet plante complètement notre modèle de revenu. Fait que là, on a été dans un contexte où là, on a été rendu à 40 personnes quasiment, puis là, on tombe à quelques centaines de mille de revenus. Fait que ça a été quand même assez difficile comme période.
Puis après ça, on a surmonté quand même là, avec les modèles SAS, puis les écoles, puis dans le fond, les tableaux blancs interactifs. Donc, on a tout reconstruit là, à partir des années 2000 OK. pour après ça, en 2008, avoir le nouveau modèle qu'on a depuis 2008, qui est de la distribution de livres numériques. Mais tu sais, qui est assez loin de Taptouche, finalement, à travers Ben ça. oui. À travers ça, Druid a repris Taptouche en 2012, a acheté Taptouche. Fait que c'est ça. Ça a été un autre cycle. Puis là, on est à nouveau dans un autre cycle d'affaires depuis quelques années. Fait que dans le fond, tu restes vraiment, c'est ça, tu es aux aguets, tu es flexible, tu ajustes, là, il y a vraiment de l'adaptation. C'est ça que je comprends dans votre parcours de marque, comme tu dis, là, plusieurs projets différents, vous êtes adaptés au fil des années. C'est hot. Et là, vous êtes rendu à combien d'employés? On est 82 employés. Quand même. Dans le fond, on a, donc depuis 2020, alors 2020, ça a été le cycle de rachat des actionnaires. Moi, j'avais jusqu'à 16 actionnaires et puis donc là, je visais vraiment à redevenir actionnaire majoritaire. Donc ça, j'ai utilisé la pandémie pour faire ça, dans le fond, là, utiliser mon temps, en tout cas, durant la pandémie, pour monter le financement avec des partenaires, puis racheter, là, je dirais, 15 actionnaires, 13 actionnaires sur 16, en fait, en 2020. Puis après ça, de se dire, bon, ben, on est reparti sur un autre cycle de 15 ans. Là, on veut sur 5 ans, on veut tripler la dimension de l'entreprise. Fait que, tu sais, il y a quelques mois, là, à peine, on était peut-être 40, 50. Puis là, ben, on est monté à 82, un plan d'investissement, puis aussi d'achat de compagnies. Donc, on a acheté Cyberlibris qui nous amène dans les institutions universitaires, beaucoup en Afrique aussi, Afrique francophone. Donc, aujourd'hui, Demarque est un distributeur multimodal là, de livres numériques, multi-points de vente et multi-marché au sens où on a les bibliothèques, les écoles, le grand public. Et là, bon, on s'en va dans le e-commerce aussi avec certaines nouvelles offres là, qu'on est en train de concevoir. Et puis, on vise d'autres acquisitions aussi dans le domaine pour vraiment devenir un consolidateur dans le domaine du livre numérique. Chapeau. Côté ton cofondateur, tu disais qu'il avait qu'il a 45 ans, c'est ça que tu disais? Il avait 45 ans quand on a fondé. Okay. C'est ça, fait que là, il a 76. Est-ce qu'il est encore actionnaire dans l'entreprise, lui? Ou... Non, il a quitté en 2020. Donc, dans le plan de rachat, il a quitté l'actionnariat, en fait, en 2020. OK. Mais, tu sais, il soupait chez nous encore avant hier. Là, fait que, on est encore très, très proches. Et tout ça, il suit les activités de l'entreprise de très près. OK. Là, tu disais aussi que tu avais passé quand même, tu as beaucoup augmenté le volume d'employés dans les derniers mois. Tu n'es pas trop affecté par la pénurie de main-d'œuvre? C'est quoi ta stratégie de recrutement? En fait, tu dois être affecté comme tout le monde, mais tu dois être bon pour aller chercher de la main-d'œuvre. Oui, on est affecté, mais bon, on s'est doté de 5 ou 6 objectifs stratégiques. Puis un des objectifs stratégiques, c'est justement le bonheur au travail, la rétention, l'awareness de la marque employeur. Et donc, on s'est doté d'une stratégie maintenant internationale de recrutement. C'est ce qui est, dans le fond, on était peut-être moins ouvert à ça avant la pandémie. Mais là, dans le fond, il y a 30 employés qui sont en Europe. On a un bureau à Barcelone, on en a un à Paris. Donc, ça totalise une trentaine. Puis, au niveau des développeurs, ben, on est allé beaucoup vers les marchés de l'Amérique du Sud, donc notamment la Colombie, République dominicaine, Mexique, Maroc aussi, Brésil. Donc, beaucoup de nos nouveaux collègues sont hors Québec. Et donc, ça nous amène aussi à modifier un peu notre façon de travailler en intégrant plus de langue anglaise dans l'ensemble de nos communications, tout en respectant quand même, parce qu'on a des racines ici au Québec, puis on veut permettre aux gens du Québec de travailler en français s'ils le souhaitent. Fait que, on a quand même un respect de ça. Mais bon, c'est sûr que là, maintenant, on essaie d'intégrer des communautés un peu partout, puis nécessairement, notamment parce qu'on a une antenne à Barcelone, ben, la langue espagnole est aussi une langue qui est devenue très courante chez nous, là, l'espagnol. Donc, on a quand même plus de facilité à recruter justement là, en Amérique latine pour cette raison-là. Comment ça marche? Vous avez, là, je fais des questions peut-être idiotes, mais comment ça fonctionne justement? Vous avez un directeur
un directeur qui s'occupe d'une portion des affaires qui parle espagnol uniquement? On a une directrice en anglais? Comment? Oui, on a une directrice en Espagne qui anime la communauté hispanophone de l'entreprise. Toutes nos communications sont en 3 langues. Dans le fond, là, communication officielle, je parle. Oui. Donc, tout ce qui est écrit officiellement est en 3 langues dans nos réseaux. Puis, on crée, c'est ça, des communautés où ils peuvent échanger entre eux aussi dans la langue de leur choix. Nos pots d'infos sont à majorité anglophones. Nos pots d'infos, c'est un peu notre canal de communication hebdomadaire, mensuel, trimestriel. Puis, quelqu'un qui serait à l'aise principalement en espagnol va s'exprimer en espagnol, puis on s'organise pour pouvoir traduire puis faire en sorte que les gens comprennent. Moi, je parle espagnol aussi. Donc, tu sais, c'est ça. C'est très amusant. Puis, en France, ben, on a aussi une grande communauté qui commence à grandir au niveau technique. Donc, on a une 20aine d'employés maintenant en France. Donc, le hasard a fait que nos PO et nos PM, c'est-à-dire Product Owner et Product Manager, sont beaucoup en France. Donc, il y a un bassin super intéressant d'embauche là-bas. Aussi, toute notre nouvelle communauté UI UX qu'on a créée au sein de l'entreprise, donc avec des embauches aussi en France. Fait que notre défi après ça, c'est de faire vivre la culture de marque dans ces canaux-là. Mais là, c'est la première journée où on est plus de 20 au bureau là, depuis la pandémie. Donc là, il reste que ça commence tranquillement. Les gens reprennent le goût de se voir, de faire des sessions créatives. Donc là, souvent, on est juste 5 ou 6, mais aujourd'hui, on est plus de 20 au bureau. Donc, c'est quand même, ça fait du bien aussi là, au plan créatif de voir des gens autrement que dans des Zooms ou des Meet, des Google Meet. Oui, c'est clair. Fait que là, enjeu de langue, enjeu de distance, de décalage horaire, quand même, c'est beaucoup d'enjeux. Comment tu fais justement pour faire vivre ta culture, l'inculquer aux gens, sentir qu'il y a un aspect de communauté qui se crée? Qu'est-ce que tu mets en place pour favoriser ça? D'abord, des organes de communication constants. On parlait de meetings dans le fond mensuel, hebdomadaire, trimestriel. Donc, chaque fréquence a un peu sa signification. Là. Donc, par exemple, demain, on a un pot d'info global où on va venir présenter une mise à jour sur les objectifs stratégiques. Donc, les gens participent, puis on est effectivement 80 sur l'appel, mais les gens sont disciplinés. Puis, et aussi, donc ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est d'abord, on essaie de faire en sorte que tous nos programmes pour les employés soient globaux. Tu sais, dans le fond, je ne sais pas, moi, si on a un régime de retraite ou si on fournit tel outil, ça, c'est global aussi. Donc, on essaie de faire en sorte que ce soit similaire. Il y a des adaptations par pays parce qu'il y a des similarités. La réglementation aussi. Des spécificités culturelles. Puis, on a Slack, dans le fond, là, que beaucoup utilisent de toute façon, mais ça donne quand même une impression de proximité avec des canaux par sujet. Puis, il y a une très grande participation de tout le monde. Puis, moi, je fais une tournée la plus inclusive possible. C'est sûr que s'il y a un employé en République dominicaine, je vais peut-être avoir plus de... quoi que. Mais, c'est le fun. Moi, c'est lui que j'irai voir le plus souvent. Ouais, c'est ça, exact. Mais bon, l'année passée, j'ai réussi à faire un grand tour, là, Barcelone, France, à peu près de voir tout le monde, puis d'être en mesure d'avoir un échange avec tout le monde par équipe. Même chose au Québec. Donc là, j'ai à nouveau le même objectif d'ici la fin de l'année. Là. Fait que, c'est d'essayer aussi de provoquer des rencontres humaines. Puis donc, quand on se voit en France, ben là, on est une 20aine au même endroit, on discute, une petite fête de Noël. Donc, j'essaie quand même, dans la mesure du possible, de continuer à faire vivre ces valeurs-là, qui sont chez nous les 4 P, les personnes, le plaisir, le professionnalisme. Alors, c'est ça. Donc, on essaie de faire vivre ces valeurs-là de différentes façons. Mais bravo, sérieusement, c'est impressionnant de voir ça. C'est le fun de voir une entreprise québécoise comme ça à succès. Bravo, vraiment, je suis impressionnée. Puis là, en plus, Crème, on a parlé en pré-entrevue, puis tu as d'autres projets. Fait que, comme c'était pas assez ces grands défis-là, parle-nous donc un peu de tes autres projets, mon cher. Ben, en fait, ça a été un peu de fil en aiguille, puis c'est le fameux kiosque de limonade qui a amené cette idée-là au départ, où depuis quelques années, je voulais acheter un bar laitier.
Et donc, et non pas pour en faire une chaîne, là, je rassure Dominique, là, je ne vais pas faire de chaîne avec ma crèmerie Saint-Louis. Euh, mais donc, et là, de fil en aiguille, bien, il y avait le Encore défi. drôle, hein? Tu dis ça maintenant, mais bon, attendons. C'est ça. Moi, je reste pas certaine que tu n'en feras pas une chaîne, mais bon. C'est ça, bon, on verra. Et donc, j'ai décidé juste à côté de la crèmerie Saint-Louis, de faire le café Saint-Louis, qui est un café de quartier. Puis, dans le fond, l'idée derrière ces projets-là, bon, au-delà d'introduire mes enfants, parce que j'ai 4 garçons, plus grand 15 ans, puis après ça, 13, 6 et 3. Bon, à 3 et 6, ils ne travaillent pas encore, mais ceux de 13 et 15 travaillent dans ces commerces-là. Puis l'idée du café, c'était de faire un peu de crèmerie à l'année avec des cafés, puis un lieu aussi, donc de fournir aux gens de Sillery un nouveau lieu de rencontre. C'était un peu l'idée à la base aussi de contribuer puis d'amener justement plus de vie de quartier dans des fois des quartiers un peu dortoirs dans certains cas. Les gens parlaient souvent de Maguire, tu sais. C'est sûrement des gens d'ailleurs qu'à Québec qui ne connaissent pas les références, mais bon, d'amener de la vie dans ces quartiers-là. Ouais. Et ma blonde, en fait, avait dit à un moment donné, moi, ce que j'aurais voulu, c'est une microbrasserie. Alors, un peu de fil en aiguille, à travers un souper avec des amis, on a dit, on le fait. Et là, donc, on est en train de construire la microbrasserie Le Saint-Colon sur l'avenue Maguire à Québec. Donc, c'est un autre projet. Et c'est quand même très amusant. C'est très exigeant, mais c'est très amusant de sortir de sa zone de confort puis de faire de la construction, du design, l'installation d'un équipement de microbrasserie, d'apprendre comment ça fonctionne. Fait que, ça remet aussi se remettre en danger un peu, puis retourner à de l'entrepreneuriat pur. Ouais. Ce que je fais encore chez Demarque, parce que quand on fait des acquisitions, mais tu sais, c'est pas un start-up non plus. Là, donc, c'est quand même amusant de se remettre en situation de start-up et de danger. Qu'est-ce que tu apprends à tes garçons que tu inclus là, actuellement? Tu dois leur donner des conseils de ta vision d'entrepreneur. C'est quoi que tu essaies de leur inculquer comme conseil actuellement? En fait, tu sais, c'est un peu des enfants, tu ne veux pas forcément moi qui sois entrepreneur ou pas entrepreneur, ça m'est égal. Par contre, d'être heureux dans leur futur travail, ça oui, tu sais, fait que je pense qu'ils voient combien d'efforts je mets dans mes projets. Puis ce que je veux qu'ils réalisent, c'est que tout est possible. Tu sais, dans le fond, on le fait, on fait une microbrasserie, on la fait, puis on trouve les partenaires financiers, puis on le réalise. Et à leur façon, dans le fond, peu importe le domaine qu'ils choisiront, peut-être que ces projets-là vont les intéresser dans le futur. Peut-être qu'ils vont vouloir faire de ces projets-là les leurs, puis de poursuivre ça, parce que, je ne me verrais pas forcément dans 15 ans opérer tout ça, parce que, c'est quand même assez exigeant. Fait que peut-être que ça va les intéresser. Et peut-être qu'au contraire, ça va leur donner le goût d'entreprendre leur propre projet, puis des idées. Puis c'est plutôt conceptuel de dire, regarde, on l'a monté, on l'a réalisé, puis ça a été possible, puis ça n'a pas eu l'air si difficile. Cela dit, les entrepreneurs qui m'écoutent savent qu'il n'y a jamais rien de facile non plus tout le temps. C'est des projets qui se construisent à force d'efforts, puis mais au moins qu'ils réalisent que tout est possible. Puis quand on a une idée, on peut la réaliser, peu importe le domaine. Puis ça se passe bien, tu sais, parce que là, tu avais le rôle du père, là, tu as le rôle, tu es comme le boss un peu, j'imagine, dans le projet. Comment ça se passe, ces interactions-là? Oui, ça se passe bien. C'est pas encore là, il n'y a rien de parfait, là, tu sais, je veux dire. Un jeune de 13 ans, je veux dire, il veut aussi aller voir ses amis, jouer au basket, puis faire le party. Fait que des fois, c'est de concilier tout ça, mais dans la mesure, de manière générale, ils prennent ça avec beaucoup de sérieux, puis c'est des nouvelles responsabilités pour eux, puis ils sont jeunes encore. Mais oui, ça se passe bien. Puis à son tour, Louis, cette année, c'est lui qui était chef, mon fils Louis de 15 ans, c'est lui qui était chef d'équipe de la crèmerie. Okay. C'est lui qui faisait les horaires, c'est lui qui compensait s'il y avait quelqu'un qui ne pouvait pas se présenter, trouver quelqu'un d'autre. Puis s'il ne trouve personne d'autre, d'y aller lui-même, puis de voir un petit peu à la dure que c'est ça aussi, gérer une entreprise ou posséder une entreprise. Fait que c'est
je trouve ça le fun de les voir, tu sais, quand même des bons bosseurs, tu sais, des gens qui n'auront pas peur de mettre la main à la pâte puis d'apprendre, tu sais, à la dure un peu le métier. Fait que je comprends que ça se passe bien jusqu'à maintenant, là, le projet familial. Parce que, tu sais, je dis ça parce que, tu sais, des fois, il y a des familles qui font juste avoir un animal de compagnie, un chien, puis l'enfant dit qu'il va s'en occuper, puis finalement, il s'en occupe pas, là. Mais toi, je comprends qu'ils sont travaillants, puis ils mettent la main à la pâte, là. Ça me fait d'ailleurs penser que j'avais déjà acheté un lapin, puis quand les enfants étaient revenus à la maison après une semaine chez leur maman, je leur avais dit, tu sais, est-ce que vous allez voir votre lapin? Puis là, ils avaient dit, quel lapin? Et donc, le lapin est parti le lendemain. Oh! Donc, c'est ça. Il s'occupe plus de l'entreprise que du lapin, ça, je peux te le dire. C'est bon. Là, la limonade, tu disais que tu la chargeais plus cher quand il faisait chaud. Là, la crèmerie, charges-tu la crème glacée plus cher quand il fait chaud? Non, on n'est pas en pricing dynamique dans la crèmerie, mais c'est une très bonne idée, par exemple. Non, les prix sont fixes. On n'est pas allé dans le pricing dynamique dans la crème glacée. Bon, correct. Je m'essayais, là. Je m'étais dit, je pourrais y aller. C'est une bonne idée, par exemple. Comment tu réussis à concilier ton temps entre ces projets-là, ces nouveaux projets-là que tu es en train de mettre en branle, la microbrasserie, crèmerie, café et tes implications dans de marques, cyberlibristes et tout? Comment tu arrives à jongler dans ton horaire, là, tous tes projets? Ben, ça demeure difficile, là. C'est un défi, mais comment je réussis? Ben, d'abord, il y a un de mes administrateurs qui m'avait dit Your brain is where your body is. Fait que c'est sûr qu'en étant physiquement chez Demarque, c'est plus facile. Ben, les collègues sont là, puis là, tu t'immerges dans un environnement. Fait que j'essaie effectivement le plus souvent de mes débuts de semaine là, d'être chez Demarque puis d'être actif dans c'est mon occupation principale. Donc, ça, c'est un point. Après ça, à la fin de la semaine, ben là, je suis plus dans les autres projets. Et même chose, c'est sûr que si je suis au café, ben mon cerveau est immergé dans l'esprit du café. Puis effectivement, ça roule aussi beaucoup mieux à la fin de la semaine puis les week-ends. Fait que c'est pas illogique non plus. Fait que, puis après ça, ben, je suis quelqu'un qui a plein d'intérêts autres que de travailler. Tu sais, j'adore la voile, les vacances au soleil, la plage, tu sais, fait que les sports. Donc, tu sais, j'ai quand même beaucoup de facilité à décrocher. Ouais. Puis c'est ça, c'est pas donné à tout le monde parce qu'il y en a qui se sentent la responsabilité d'en faire puis d'en surfaire. Fait que, tu sais, je pense qu'une des choses que j'ai apprises dans les dernières années, puis un peu à la dure avec quelqu'un qui m'a aidé, qui est Sébastien Vachon de Corem, tu sais, lui avait réussi ça dans son entreprise, de vraiment dire, ben là, je bâtis une équipe de leadership, puis c'est eux autres qui font le succès de l'entreprise, ce n'est plus moi. Ouais. Ben, c'est sûr que tu es toujours un peu pour quelque chose, mais de dire, ben non, mais je bâtis un leadership, une direction générale, puis après ça, c'est eux qui sont imputables. Puis tu sais, c'est sûr que ça prend une certaine dimension, mais je peux dire, là, tu sais, depuis 2 ans à peu près, la mission accomplie, on a une direction générale, on a trois leaders, puis plein d'autres leaders aussi dans l'entreprise, mais 3 principaux leaders. Puis c'est eux qui bâtissent le plan. Moi, je suis en validation, je suis en challenge, je suis présent pour dire bonjour, je suis c'est ça, j'allais dire le cheerleader de l'équipe. Oui, c'est ça, exact. Et puis, mais ça, c'est clair. Oui, mais c'est clairement important parce que, comme tu dis, on entend souvent entourez-vous de gens meilleurs que vous. Là, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, fondateur, cofondateur, peu importe, c'est vrai ce que tu dis, l'importance de bien s'entourer puis de ne pas avoir peur de déléguer. Je pense qu'un des problèmes des fois que les gens ont, c'est ça, c'est tellement leur bébé, ils veulent tellement le garder garder tous les aspects. Mais à un moment donné, tu deviens. Et ce ne sont pas les mêmes forces qui exigent de mettre quelque chose au monde puis de l'amener après ça à, je ne sais pas moi, 500 employés, 100 millions de chiffres d'affaires. Je dis n'importe quoi, mais ce n'est pas les mêmes forces puis ce n'est pas les mêmes intérêts non plus. Parce que rendu dans ces dimensions-là, ben, c'est des processus, c'est de l'uniformisation, de l'industrialisation, du recrutement, de la rétention, des évaluations. C'est de l'administration essentiellement. Puis moi, je continue d'insuffler le souffle, de donner du souffle entrepreneurial par des acquisitions stratégiques qui viennent bousculer. Tu sais, par exemple, Cyberlibris qui fait 9 millions de dollars canadiens de chiffre d'affaires, ben là, on l'a acquise.
on l'intègre, puis eux autres nous amènent quelque chose, nous, on leur amène quelque chose, puis après ça, on essaie de généraliser le modèle dans l'ensemble des marchés. Puis c'est fascinant de voir que, écoute, ça marche, puis c'est le fun, puis c'est grâce à l'équipe qui est en place, puis j'y deviens un petit peu pour quelque chose, mais beaucoup l'équipe qui, au quotidien, rend ça une réalité, puis rentable, puis de faire en sorte que ça fonctionne bien. Oui. Ben, j'adore ça, la réflexion sur nos forces. Parce que c'est vrai, c'est quoi tes forces, tu sais, puis entoure-toi d'autres gens, mais non, j'adore ça, c'est une belle réflexion. Puis j'aime t'entendre sur le décrocher. Tu m'as devancé sur ma question chouchou, qui est la conciliation travail-famille. Donc, tu dis que tu étais capable de décrocher. Ça a-tu été tout le temps comme ça dans ta vie ou j'imagine qu'au démarrage, ça devait être plus dur quand même? C'est quand que tu as été capable de commencer à décrocher un peu plus? As-tu tout le temps été... Je dirais, d'abord, d'avoir des enfants, ça aide beaucoup aussi parce qu'on veut passer du temps ensemble. Puis, mais je dirais peut-être depuis une dizaine d'années, là, dans le fond, de prendre des plus longues vacances, de pouvoir vraiment décrocher puis de faire d'autres choses. Puis, c'est ça, justement, là, je suis rendu un petit peu avec les projets autour, là, j'ai moins de liberté que j'en avais l'année passée. Ouais. Ça amène une réflexion aussi parce que le concept dans les projets un petit peu plus de resto, si on peut dire, c'est de répliquer le même modèle que dans de marque, c'est-à-dire d'avoir des équipes qui peuvent gérer ce qu'on n'a pas pour l'instant. Fait que, je pense que l'objectif, c'est de retourner dans une zone de plaisir parce que j'aime ça pouvoir dire, dans le fond, les entreprises fonctionnent d'elles-mêmes sans requérir mon travail quotidien. Là, fait que, et donc, de pouvoir avoir une liberté puis de dire, hey, je prends 3 mois puis je m'en vais réfléchir à un projet en Inde ou de dire, je prends 3 mois, mais tout roule quand même. Alors, c'est devenu une importance pour moi de ne pas être constamment nécessaire aux opérations des entreprises, ce qui est pas le cas aujourd'hui d'un projet alimentaire, mais l'objectif, c'est de retourner là éventuellement. Oui. Mais comme tu dis, c'est en démarrage, là, donc c'est un peu normal qu'il y ait un délai. Mais tu as cette volonté-là quand même encore de ne pas te rendre indispensable puis de t'entourer d'une bonne équipe. Oui, puis quand tu goûtes à ça, c'est vraiment très agréable comme feeling parce que tu as moins de pression aussi quotidienne de dire hey, je me lève, ça faut que tu te lèves tout le temps, mais je veux dire, j'ai 46 trucs à réaliser. Ouais. Quand tu as du temps pour réfléchir, je veux dire, tu peux être plus contributif aussi au plan. C'est sûr que si tu as une to-do list de 450 items, ton cerveau créatif est beaucoup moins sollicité parce que tu es en train de réaliser tes 450 tâches que tu as à faire pour la journée. C'est une caricature, mais donc, je me suis trouvé en 2020 beaucoup plus efficace que je le suis en 2022, justement parce que j'avais du temps pour dire hey, j'ai un livre que je veux lire, puis qu'est-ce que je retiens de ça, puis qu'est-ce que j'implante ou qu'est-ce que j'amène dans mon entreprise, versus être constamment sous pression. Là. Tout à fait. Dernière question, Maud, ça va être une question philosophique. C'est quoi le meilleur conseil que tu as reçu que tu voudrais nous partager? C'est celui-là, en fait, que je vais illustrer d'une autre façon, mais d'essayer de trouver c'est quoi ton véritable apport à ton entreprise. Puis la réflexion peut être à quelqu'un qui est entrepreneur aussi ou qui est dirigeant. Et puis, de ne pas avoir peur. Dans le fond, souvent, on a peur et on veut rester indispensable. Mais souvent, quand on est capable, en plus, d'identifier cette unique value, cette valeur unique que tu es en mesure d'amener, ça peut être par la créativité, ça peut être par l'organisation, mais il n'y a personne qui est bon dans tout. Et donc, c'est ce qui m'a permis, effectivement, de dire, je lâche prise sur, des fois, je me disais, c'est parce que je suis capable de faire de la direction générale, peut-être que je suis capable, mais sauf que c'est pas là que je peux amener le meilleur pour mon entreprise. C'est en amenant du souffle entrepreneurial, des projets créatifs, d'amener des idées, des partenariats, puis qu'après ça, mais ça prend, c'est ça, une certaine maturité, puis après ça, c'est vraiment... Une fois que tu as goûté à ça, c'est agréable. Ça s'applique aussi à un chef d'équipe. Dans le fond, si tous les chefs d'équipe étaient capables d'identifier vraiment là où ils ont une valeur ajoutée,
ben, qui recrute pour le reste, tu sais, puis qui délègue. Fait que, tu sais, je pense que c'est vraiment ce fameux apprentissage de la délégation, tu sais, qui n'est jamais parfait, là, mais je pense que je commence à avoir catché un peu, là. Mais c'est super intéressant, tu as tout à fait raison. La meilleure façon de te rejoindre, mon cher? C'est une excellente question. Messenger, c'est une excellente façon. Oui, c'est ça. Marc Boutet sur Messenger. Marc@demarc.com, ça, c'est facile à retenir aussi. Ouais. Fait que voilà. Parfait. Bien, merci, mon cher. Ce fut très instructif. Bravo encore, pour vrai. Très impressionnant comme parcours. Et bravo à toi aussi. Tu as bâti une superbe équipe et puis je pense que tu as compris beaucoup de choses aussi. Ouais, ben oui, tu as fait raison. Ça me donne le temps de m'amuser derrière un micro. Donc, ça me donne une certaine liberté aussi. Donc, oui, tout à fait. Ben, merci. Donc, merci à vous qui avez écouté à la maison. N'hésitez pas à vous inscrire à l'infolette sur le site Internet du Canada's Podcast pour être au courant des derniers développements ou sinon de suivre ma page Vigie Service juridique ou Sylvie Bougie sur Facebook aussi. J'annonce toujours là, les podcasts qui s'en viennent. Donc, merci encore de votre écoute et à la prochaine. Au revoir.